Au sommaire, l'affaire Sonko et ses développements judiciaires. L'administrateur de PASTEF nie toute disparition et dit être à la disposition de la division des investigations criminelles. L'affaire Ousmane Sonko vue du perchoir de l'Assemblée nationale. Comment le président Moustapha Niasse gère-t-il la procédure? À suivre notre dossier sur la question. Campagne de vaccination contre le Covid-19, c'est le branle-bas de combat au lendemain de la réception des 200 000 doses du vaccin Sinopharm. Nous évoquerons également le rôle des relais communautaires dans la mise en œuvre de la stratégie nationale. Notre reportage carême du jour nous amènera à Ziguinchor où les fidèles catholiques observent le jeûne et font abstinence malgré un contexte socio-économique difficile. Et puis nécrologie avec le décès de Marcel Mendy, journaliste écrivain. Vous entendrez le témoignage du cardinal Théodore Adrien Sarr dont il avait écrit la biographie. Également la disparition de Marie-Delphine Ndiaye, ancienne présidente de l'Association des femmes juristes du Sénégal. À la fin de ce journal, notre rendez-vous quotidien avec deux experts sur un sujet d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur le déroulement de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 au lendemain de la réception des doses de Sinopharm. À la mise en œuvre de ce journal, Alioune Ba. Il n'a pas disparu et il ne refuse pas de déférer à une convocation de la division des investigations criminelles dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko et des violentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière. Dans un communiqué qui a été rendu public, l'administrateur du parti PASTEF, les Patriotes, a donné des précisions après qu'il a été annoncé disparu hier et qu'on a annoncé qu'il refusait donc de déférer à une convocation de la police dans le cadre de cette enquête. Synthèse du communiqué avec vous, Binta Diallo. Birame Souleye Diop se signale par écrit. L'administrateur général du parti PASTEF tient à préciser qu'il est chez lui et qu'il n'avait pas pris la fuite, contrairement à ce qui a été dit. Il parle de rumeurs infondées dans son communiqué. Birame Souleye Diop dit rester à la disposition de la division des investigations criminelles pour toute convocation. Le coordinateur départemental de PASTEF Thiès, par ailleurs, appelle les patriotes décidés à s'opposer à préparer leur famille car, je cite, « Les geôles sont au Sénégal sous ce règne pour nous ». Fin de citation. Son épouse, interpellée il y a de cela quelques jours, ainsi que le coordinateur de PASTEF Dakar, Abbas Fall, sont toujours en garde à vue, selon leur avocat. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à l'épidémie de Covid-19 avec les chiffres du jour. 12 décès ont été enregistrés hier. 328 nouvelles contaminations ont également été enregistrées, dont 126 cas contacts et 202 cas communautaires. Parmi ces cas communautaires, 30 ont été enregistrés à Rufisque. Rufisque est la ville qui enregistre le plus de cas communautaires aujourd'hui. Donc, le relâchement des populations et l'évolution naturelle de la pandémie sont pointés du doigt par le médecin-chef Rufisque Abdou Diouf Diagne. Rufisque a battu aujourd'hui le record malheureux de cas communautaires. Le district sanitaire a enregistré 30 cas de coronavirus au total. Il s'agit de 16 cas communautaires et 14 cas secondaires ou contacts. Le médecin-chef du district sanitaire explique cette situation par le relâchement des populations en ce qui concerne le respect des mesures barrières. L'évolution naturelle de la pandémie est aussi évoquée par Dr Mbaye Thiam. D'ailleurs, il annonce une évolution de la pandémie dans les jours à venir, car, dit-il, nous sommes dans une phase ascendante. Aujourd'hui, à Rufisque, 103 patients sont pris en charge à domicile et depuis le début de la pandémie, Rufisque a enregistré 783 cas et 20 personnes sont décédées de la Covid-19. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Parlons maintenant de l'arrivée des premières doses de vaccins contre le coronavirus au Sénégal. Des stratégies sont mises en œuvre pour la sensibilisation de la population une tâche qui s'annonce difficile, notamment avec les rumeurs, mais les relais communautaires se disent très engagés car le vaccin peut changer les choses. Salimata Awa. 200 000 doses pour le personnel de santé, les personnes âgées et celles vivant avec des comorbidités pour le moment. Pour la présidente des Badjanougor, ils vont continuer la sensibilisation pour convaincre la population car le vaccin est le meilleur remède
pour vaincre cette maladie. Parce que le vaccin prévient et mieux vaut prévenir que guérir. Donc notre rôle, c'est faire la sensibilisation, surtout sur la gestion des rumeurs, pour dire aux gens que le vaccin, c'est la prévention. Après avoir respecté les mesures barrières, le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation. Donc ce qui restait à faire, c'est la vaccination. Donc nous avons obtenu grâce au personnel étatique, le ministère de la Santé, en félicitant le président de la République. Les rumeurs qui circulent risquent de rendre la tâche difficile, mais des stratégies sont mises en place. Notre rôle, c'est de dire aux gens que nous sommes là pour les informer sur la gestion des rumeurs. Il n'y a pas de mauvais vaccins. Tous les vaccins servent à faire la prévention. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer à sensibiliser les gens et nous-mêmes, nous allons nous vacciner. Lorsque nous serons les premières à être vaccinés, à vacciner nos enfants et nos petits-fils et nos vieux. Donc, les gens vont croire au vaccin. Ce qui reste à faire, c'est d'être vaccinés. Les vaccins ne doivent pas être synonymes de relâchement. Le respect des mesures barrières s'impose pour freiner la vitesse de propagation, précise Seba Djanougor. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, nous avons appris ce matin le décès du journaliste et écrivain Marcel Mendy. Dans ce journal, le témoignage du cardinal Théodore Adrien Sarr. Le journaliste Marcel Mendy a consacré un livre à l'archevêque émérite de Dakar, intitulé Cardinal Théodore Adrien Sarr, soldat de la paix. L'ancien archevêque de Dakar, qui dit être peiné par le décès de Marcel Mendy, retient de lui sa volonté de faire connaître la vérité et sa préoccupation pour la paix en Casamance. Le cardinal Théodore Adrien Sarr au téléphone avec Georges Déthié Diop. Tout le travail qu'il a essayé d'accomplir en tant que journaliste, voulant donc en quelque sorte travailler plutôt, consacrer sa vie à diffuser les informations, faire connaître la vérité. Et je le remercie tout particulièrement pour avoir eu lui-même l'initiative de me proposer l'écriture de ce livre. J'ai fini par accepter sa proposition après avoir hésité puis réfléchi. Et je le remercie donc pour le travail de témoignage qu'il a voulu ainsi accomplir. Et ce que je retiens donc de Marcel, c'est justement cette volonté de faire connaître, donner les informations, faire connaître des personnes, des personnages et faire connaître aussi les actions des uns et des autres, surtout cette préoccupation pour la paix en Casamance. Donc vraiment un journaliste et quelqu'un qui est aussi écrivain, qui a tenu vraiment à m'interviewer et puis ensuite qui a fait des enquêtes auprès de tous ceux qui me connaissent pour pouvoir faire ce livre. Je le remercie vraiment de tout cœur d'avoir voulu porter ce témoignage sur ce que j'ai essayé de faire dans ma vie. Et je demande encore une fois au Seigneur de l'accueillir dans son paradis, sa maison de paix, de repos éternel et de bonheur éternel dans le face-à-face avec lui. Que vraiment le Seigneur l'accueille. Et également, je présente toutes mes sincères condoléances à sa famille et je m'unis à la prière de cette famille, de toute la communauté chrétienne pour que le Seigneur lui manifeste sa miséricorde et lui accorde ce que nous souhaitons pour chacun de nous à la fin de sa vie. Retour sur la vie bien remplie de Marcel Mendy. Son portrait nous est proposé par Koumba Sandiane Faye. Je perds un ami, un complice et un préfacier. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui perd ta voix à jamais. Une grande détresse comme il a rendu l'âme après une détresse respiratoire. Au moment d'écrire mon livre sur la crise du Rwanda en 1995, il s'est prêté volontiers à ma demande de faire une préface, mais vraiment une préface d'anthologie. Intellectuel de haut rang, le journaliste Marcel Mendy a laissé à la future génération des ouvrages, une carrière d'écrivain entamée en 1995 avec la publication d'une biographie en 2 tomes du président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Il a collaboré à plusieurs publications au Sénégal et en France. Son dernier essai est intitulé « La violence politique au Sénégal, 1960-2003 ». Cardinal Adrien Sarr, soldat de la paix. Marcel a été d'abord conseiller technique chargé de la communication du ministère de la Justice en juillet 2005, avant d'occuper la fonction de coordonnateur de la cellule de communication auprès des chambres africaines extraordinaires de 2013 à 2017, chargé de juger le président tchadien Hissène Habré. C'est ainsi il s'est intéressé au dossier Habré jusqu'à consacrer du temps à écrire
Un autre livre intitulé Affaire Habré, entre silence, ombre et non-dit. Une publication avec des révélations qui l'ont fait condamner le 26 novembre 2019. Déclaré coupable du délit de diffamation à l'encontre du président tchadien. Le journaliste écope de 3 mois assorti du sursis et une amende de 200 000 francs CFA, 10 millions de francs CFA à payer au président Habré. Le journaliste écrivain sénégalais Marcel Mendy, de confession catholique certes, mais qui disait avoir été saisi d'une vive émotion à la lecture d'un poème dédié par l'érudit Cheikh Ahmadou Bamba à Marie, la mère du Christ. Ainsi l'avait écrit Marcel Mendy sur sa page Facebook. Autre décès, celui de Marie-Delphine Ndiaye ce matin également. Elle avait dirigé l'Association des juristes du Sénégal de 2006 à 2013. Une perte énorme selon Dior Fall Sow qui revient sur les qualités humaines de son amie et sœur. Témoignage recueilli par Lala Babi. C'est une personne qui était très ouverte, qui était très disponible aussi et qui avait vraiment des qualités humaines qui ne font aucun doute. Je pense que je suis vraiment bouleversée par cette terrible nouvelle. J'ai appris ça hier soir très très tard et jusqu'à présent je reste sous ce choc-là. Il est évident que nous ne pouvons rien contre la volonté divine. Nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est prier pour elle actuellement, en étant sûr et en demandant au Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis et qu'elle puisse y reposer en paix. Elle a vraiment rempli la mission qu'elle avait à faire sur Terre. Elle a eu un cursus remarquable en tant qu'expert. Je pense qu'elle a été actuellement la présidente des experts et c'est la première fois, je pense, qu'une femme occupait ce poste-là. De toute sa carrière, elle a eu à montrer beaucoup de détermination, d'engagement, beaucoup de volonté de réussir. Et je pense que vraiment, elle a accompli sa mission. On a cheminé ensemble pendant un long moment dans ce combat que nous menons pour les droits humains et particulièrement pour les droits humains des femmes et pour les enfants. Et je pense que nous avons fini par avoir des relations de grande sœur et de petite sœur. C'était ma petite sœur que j'aimais beaucoup. Et cette disparition est un bouleversement pour moi. 12h13, un mot sur le carême chrétien qui a démarré hier dans un contexte social difficile marqué par la pandémie du Covid-19. À Ziguinchor, les fidèles catholiques se construisent un état d'esprit et s'adaptent à la situation. Toutefois, certains reconnaissent que se conformer à la recommandation de partage en ce contexte de carême devient difficile avec la situation économique engendrée par la pandémie. Lamine Ba. Le carême, moment de partage, de prière et de pénitence chez les catholiques, intervient dans un contexte social difficile où le pays vit les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. Geneviève Canfani, jeune fidèle, reconnaît que la situation est particulièrement complexe cette année. Le carême, on le vit difficilement, économiquement et socialement, parce que les gens qui pouvaient nous aider avec les moyens, comme on dit, le temps de partage, on n'arrive plus à partager. Parce qu'avec la COVID, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. La pandémie a aussi bouleversé les activités habituelles d'adoration intense que les fidèles pratiquaient dans les églises, explique Geneviève Canfani. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller à l'église parce que les places sont réservées et on est là, on prie pour notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a donné la vie pour nous sauver. Face à une telle situation, une seule attitude s'impose, s'adapter, explique Christophe Antoine Badji, membre de la communauté ecclésiale de Boudodi Escale. Cette année encore, on est replongé dans la même situation, mais on s'est adapté. Parce que quand tu vois le contexte de carême, c'est l'abstinence, c'est le sacrifice. Déjà, pour pouvoir au moins suivre ce que notre prophète Jésus-Christ, le bon Dieu, nous a recommandé de faire. Donc, c'est arrivé dans un contexte difficile, mais ça nous permet au moins aussi de ramener notre esprit vers le bon Dieu. Le contexte est certes difficile et affecte les vieilles habitudes, mais il n'entame en rien la foi catholique, explique de son côté Laurent Bendy, jeune chrétien. Le nombre de fidèles autorisés à aller dans les lieux de culte est revu à la baisse, et cela aussi n'affecte en rien la foi catholique. C'est ce qui est important dans tout ceci. Le carême chrétien intervient cette année dans un contexte social et économique marqué par la crise sanitaire du coronavirus avec son lot de désagréments, ce qui a profondément bouleversé les habitudes chez les fidèles en ces moments de partage, de prière et de pénitence. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Ce qui nous amène à reparler du Covid-19 et de la campagne de vaccination au Sénégal et en Afrique en général.
Justement, en Afrique, 7 sur 54 États ont reçu les premières doses, ce que l'OMS estime insuffisant, mais l'OMS compte sur l'initiative COVAX qui va renforcer donc les quantités de vaccins dont disposent les pays du continent. En tout état de cause, l'Organisation mondiale de la santé, sa branche africaine en tout cas, invite les États à mettre en place un système de pharmacovigilance pour surveiller d'éventuels effets. Barthélémy Ngom. D'emblée, l'OMS Afrique juge très faible le taux d'accès des pays africains aux vaccins anti-Covid. Seulement 7 États sur les 54 ont reçu leur première dose. Mais l'organisation dit espérer mieux avec l'initiative COVAX qui va, selon les responsables de la santé en Afrique, permettre de vacciner un nombre important de personnes et dans un délai record. Plusieurs vaccins anti-Covid, vous le savez, ont été mis sur le marché. Mais l'OMS Afrique dit ne pas douter de leur efficacité dans la mesure où tous les vaccins ont subi un processus très rigoureux sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé. Néanmoins, l'OMS Afrique demande à tous les États de mettre en place un système de pharmacovigilance pour la surveillance d'éventuels effets secondaires liés aux vaccins anti-Covid. Le docteur Moeti, la directrice régionale, interpelle aussi les États pour qu'ils continuent d'évaluer les vaccins qu'ils reçoivent avant de les administrer aux populations. L'OMS Afrique termine sur ce volet Covid en demandant aux populations de continuer à respecter les gestes barrières. Autre maladie qui inquiète et qui a été évoquée lors de cette conférence de presse de l'OMS Afrique, Ebola, avec les cas signalés en RDC et en Guinée-Conakry. Et sur ce sujet, le docteur Mohamed Lamine Yansane, conseiller principal du ministre guinéen de la Santé, se réjouit du fait que la maladie a été contenue grâce aux efforts fournis par le gouvernement, mais surtout grâce aux échanges d'informations entre la Guinée-Conakry et la RDC. Néanmoins, l'OMS demande un renforcement des structures de prise en charge. Le problème se situe maintenant au niveau des capacités de séquençage. Et sur ce point bien précis, l'OMS Afrique mise sur l'Institut Pasteur. Notez que les vaccins contre Ebola arrivent en Guinée-Conakry dimanche prochain. RFM 94.0, la radio en puissance. Retour également sur l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. La validation de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, c'était hier à l'Assemblée nationale. Une séance plénière mouvementée avec le boycott de l'opposition qui dénonce l'attitude du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Niasse dictateur, donc alors nous avons cherché Niasse dictateur, disent-ils. Alors nous avons cherché à savoir si le président de l'Assemblée jouait vraiment la neutralité dans cette affaire. Mohamed Ali Mouba. Moustapha Niasse respecte-t-il le règlement intérieur de l'Assemblée nationale depuis que le dossier Ousmane Sonko a atterri à l'institution? Des députés de l'opposition membres de la commission ad hoc lui reprochent en tout cas son autoritarisme. Marisol Ndiaye du PDS confirme. En tout cas, on n'a pas senti cela hier puisque le règlement intérieur de l'Assemblée est clair. Un député, il a le droit de faire des rappels au règlement. Ce que nous avons demandé et il a refusé catégoriquement et automatiquement il est passé au vote. Donc nous ne pouvons que constater quand même une énième forfaiture de l'Assemblée nationale par rapport aux parlementaires. Ça, c'est un droit qui est consacré, qui est donné aux députés. Quand il y a un débat, de pouvoir introduire des questions préalables, des motions préjudicielles et des rappels au règlement. Donc c'est en fait pour imposer le débat, puisqu'on savait qu'il n'allait pas accepter le débat. Il savait que nous, en venant à la plénière d'hier, on était sûr qu'il allait venir et puis nous imposer la lecture du rapport et puis éventuellement passer directement au vote. La députée de la majorité, Yaya Diallo, balaye d'un revers de la main les accusations. Niasse est un patriarche à cheval sur les principes. Je déplore vraiment l'attitude de nos collègues de l'opposition parce qu'en toute honnêteté et dans mon intime conviction, je pense que le président Moustapha Niasse mérite des félicitations et des encouragements. Vous savez pourquoi? Non seulement il respecte notre règlement intérieur, mais aussi on a tout fait pour respecter la Constitution. Ce qui s'est passé aujourd'hui relève juste de la manipulation et de la désintoxication de la part de l'opposition de l'Assemblée nationale. À l'heure où nous sommes, je pense que la meilleure formule de nous en sortir, c'est de faire appel à la sérénité et à la responsabilité. Manipulation ou pas, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a eu souvent des altercations avec les députés de l'opposition. On peut citer l'exemple de Toussaint Manga, de Mamadou Lamine Diallo ou encore de Ousmane Sonko lui-même.
RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Nigeria, le président Buhari ordonne une opération de sauvetage après un nouveau rapt d'élèves. Décision prise hier, mercredi, objectif sauver au moins 42 personnes, dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat à Kagara, dans l'état du Niger. L'opération va être menée par les forces armées et la police pour ramener tous les captifs indemnes. Déjà, des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages. RDC, l'union des... Alors... L'un des assassins présumés de Floribert Chebeya a été arrêté. Jacques Mugamo est tombé à Lubumbashi. Il a été transféré à Kinshasa et placé entre les mains de l'auditorat militaire. Il était recherché par la justice depuis longtemps, condamné par contumace pour le meurtre de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Jacques Mugabo était cité par les deux témoins de RFI comme l'un des meneurs du commando chargé d'assassiner les deux militants plutôt des droits de l'homme. Au Congo-Brazzaville, la liste définitive des candidats à la présidentielle est connue. La Cour constitutionnelle a validé cette candidature, dont celui du président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui cumule 36 ans à la tête du pays. Il aura pour adversaire Mathias Dzon, son ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002. L'opposition Guy Brice Parfait Kolela sera également de la partie, tout comme le député et deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kinyumbi Kia Mungu. Les autres candidats, Albert Onyangue, ancien officier de l'armée, Angios Ngangia Engambe, inspecteur des douanes, et Dave Mafula. La Cour constitutionnelle a rejeté la candidature de l'opposant Michel Mboussi Ngouarou. L'élection présidentielle est prévue le 21 mars prochain, Souleymane. Merci Georges Déthié Diop. Il est 12h22. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Alors, point de vue dans une dizaine de minutes avec nos deux experts du jour. Nous reviendrons sur le déroulement de la stratégie de vaccination contre le Covid-19 au lendemain de la réception de 200 000 doses de la firme du vaccin chinois de Sinopharm, et nous en parlerons avec le docteur Moussa Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Diourbel, et avec le professeur Ibrahima Seck, chef du service médecine préventive et santé publique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Classement FIFA, le Sénégal encore sur le toit africain. Oui, le classement a été rendu public ce matin. Le Sénégal, qui occupe la première place au classement africain et 20e au classement mondial. À noter que la Belgique, la France, le Brésil et l'Angleterre constituent le quatuor de tête du classement FIFA qui a été rendu public ce matin. Pas de répit pour le Giraffe de Dakar, rentré vainqueur du Zimbabwe face au FC Platinum en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le représentant sénégalais arrivé hier à Dakar joue dimanche au stade Lat Dior de Thiès a décidé qu'une mise au vert allait être mise en place dès ce matin. Les précisions du vice-président du Giraffe, Yousseyal, que nous avons joint ce matin au téléphone. L'équipe est arrivée hier soir à Dakar. Et au niveau du club, nous avons décidé de mettre l'équipe en regroupement pour leur permettre de mieux récupérer du long voyage, mais également aussi de préparer cette manche retour dans la sérénité. C'est vrai que nous avons eu un bon résultat à Harare, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. En football, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, il va falloir rester concentré sur l'objectif de qualification. Et pour nous, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre l'équipe en regroupement pour montrer aussi aux joueurs, encore une fois, que c'est un match qui est important pour le club et qu'ils sont à la porte d'une qualification historique pour le club. Et c'était important, en fait, donc de les garder en regroupement afin de mobiliser les troupes et de se concentrer sur l'objectif.
Voilà. L'Europa League prend ce soir le relais de la Ligue des Champions. C'est avec les 16e de finale Suleiman à 15h déjà, le Dynamo de Kiev qui va accueillir les Belges de Bruges. À la 17h55, la seconde série de rencontres entre la Real Sociedad et Manchester United. Tottenham, l'autre club anglais, est en déplacement chez Wolfsburger. Le Slavia Prague, c'est une équipe de la République tchèque, joue contre les Anglais de Leicester. Le Milan AC est en déplacement chez l'Étoile Rouge de Belgrade. Sporting Braga du Portugal accueille AS Roma à 20h. La dernière série de rencontres, Lille qui accueille Ajax Amsterdam. Napoli de Kalidou Koulibaly est en déplacement en Espagne pour y jouer Granada. Le Benfica de Lisbonne joue contre les Gunners d'Arsenal. Salzbourg joue contre la formation de Villarreal. Basketball pour finir. Et oui, les Sénégalais qui ont effectué ce matin à Yaoundé leur première séance d'entraînement dans la perspective de la fenêtre des éliminatoires Afrobasket qui va se dérouler dès demain. Il faudra noter que le Sénégal va rencontrer donc à partir de 10h demain donc l'équipe du Kenya. Nous allons écouter les précisions de l'entraîneur adjoint de l'équipe du Sénégal, Mamadou Gueye Pabi, que nous avons joint ce matin. Nous avons fait notre première séance d'entraînement aujourd'hui après avoir fait les tests Covid avant-hier. Heureusement, grâce à Dieu, tous les 12 joueurs et le staff technique sont sortis négatifs de ces tests Covid. Nous avons fait une séance d'entraînement de 45 minutes pour voir les aspects technico-tactiques, offensivement et défensivement. En attendant le match de demain à 9h, Inch'Allah. Voilà, le match de demain, ce sera donc contre le Kenya. Le Sénégal va ensuite jouer contre le Mozambique samedi. Et puis dimanche, pour boucler la boucle, ce sera contre l'équipe de l'Angola, ce qui constitue d'ailleurs un choc dans ce tournoi. À noter que le Sénégal est déjà qualifié pour l'Afro-Basket à venir. Cher Tidiane Diagne, merci. La presse de ce jeudi 18 février 2021, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Elles sont arrivées, les premières doses de vaccins anti-Covid. 200 000 doses du laboratoire chinois Sinopharm. Elles ont été réceptionnées hier par le chef de l'État. Les Échos parlent d'un premier lot pour les cibles prioritaires en attendant 7 millions de doses supplémentaires. Oui, parce que le chef de l'État, comme le rapporte le quotidien national Le Soleil, a annoncé 6 798 000 doses dans les prochaines semaines, ce qui permettra de rentrer dans la phase de vaccination de grande masse. Le président Sall qui a tenu à rassurer sur la fiabilité du vaccin. C'est ce que soulignent les Échos et Vox Populi qui rapportent ces propos selon lesquels il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins déjà utilisés par les pays développés. D'ailleurs, le professeur Tanda Hadiei, immunologue spécialiste en vaccins, confie dans Vox Populi que ce vaccin chinois est efficace à 79%. Les normes de l'OMS, c'est 50% minimum. Vox Populi qui revient par ailleurs sur la validation hier à l'Assemblée nationale de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Le journal fait savoir que opposition et majorité ont fait le show à l'hémicycle. C'était comme une foire d'empoigne. Et Tribune, le journal Le Quotidien et Wolf Quotidien en rendent compte. Le Quotidien relève des heures lors de la séance plénière. Lors de la séance plénière, Tribune souligne que seuls les coups de poing ont manqué pour Wolf Quotidien. Les juges de Sonko s'installent dans la cacophonie. Selon le journal, même si la liste de la commission ad hoc a été ratifiée, il n'en demeure pas moins que la rencontre a fait l'objet d'un imbroglio autour du quorum et l'accusation contre X. X, justement, cher Bambadier, affirme dans Le Quotidien qu'il est venu secrètement pour se transformer en Sonko. Mon confrère du Quotidien qui indique que Sonko sera convoqué sous peu par la commission ad hoc, une procédure qui, selon l'opposition parlementaire, bafoue les droits du leader de PASTEF défendu par Aïda Mbodj. La députée déclare dans Tribune qu'ils ont introduit des éléments qui ne figurent pas dans le dossier. La réaction du président de l'Assemblée nationale, dans les Échos, Moustapha Niasse a démenti l'existence de X. Selon lui, il y a bel et bien un nom et un prénom. Ousmane Sonko a été nommément cité dans la lettre du ministre. Notez que la séance a été boycottée par l'opposition parlementaire. Malgré tout, la procédure est enclenchée. Les Échos nous apprend que la commission ad hoc se réunit vendredi à 10h et Sonko est convoqué en début de semaine prochaine. Et ce matin, l'Observateur livre les détails des auditions de la gendarmerie. Les déclarations jamais entendues sur l'affaire Adji Sarr Sonko, les révélations explosives sur les confrontations des masseuses de Sweet Beauté, le bain, la serviette et les propositions de
de prise de pilules. Sidi Ahmed, l'avocat, et le certificat médical. Au terme des confrontations, selon le journal, plusieurs contradictions ont été notées. Révélation aux pages 4 et 5 de l'Observateur. L'Obs qui fait plus ample connaissance avec Patricia Mariem Ngandoul, l'épouse de l'administrateur de PASTEF, arrêtée depuis lundi par la division des investigations criminelles pour des supposées menaces contre les autorités. Patricia Mariem Ngandoul, selon l'Observateur, jouit d'une bonne réputation auprès de ses connaissances. Source A aussi mené une enquête sur l'épouse de Biram Souleye Diop. Elle est depuis 6 mois la femme de l'administrateur de PASTEF et est titulaire d'un master en sciences économiques après ses études à la FASEC. Selon le journal, ses 2 enfants issus de son premier mariage ont l'âge de l'adolescence et elle est décrite comme une créature très réservée et très discrète. Ce n'est pas que Patricia Ngandoul qui est entre les mains de la police. Libération nous apprend qu'un agent à la Sonatel Médina du nom de Bawardia a été cueilli hier par la DIC. Il est soupçonné d'avoir livré les numéros des autorités étatiques qui ont reçu des appels et messages destinés directement au président de la République. Et si l'on se fie à Libération, c'est à cause de ces développements que Fatima Mbeng de Frappe, interpellée dimanche puis relâchée, a été arrêtée hier et placée en garde à vue. Des sources policières renseignent à mon confrère qu'un lien a été établi entre elle et l'agent de la Sonatel en cause. Autre pro-Sonko arrêté, l'enseignant Alun Badaradia. Selon l'AS, il a été cueilli hier par les éléments de la division des investigations criminelles. Libération précise qu'il a été cueilli à Saint-Louis mardi et acheminé le même jour à Dakar. Le journal rapporte que c'est en enquêtant sur 2 enregistrements audio qui circulent depuis quelques jours que les policiers ont orienté les recherches vers Alun Badaradia. Et à travers les audios en question, on entend une voix élaborer ce qui semble être une stratégie de résistance. À vos kiosques et bonne lecture.